Mes chers compatriotes, bienvenue dans la vague orange. Je n'ai aucun doute là-dessus. Grâce à chacune de vos voix, le 12 octobre 2025, je serai élu président de la République. Et enfin, dans ce pays, chacun d'entre nous pourra goûter aux délices de la richesse dont Dieu nous a gracieusement fait l'objet. Et c'est pour cela que je vous invite à parcourir avec moi nos principales propositions qui vont impacter notre quotidien. Déjà, priorité à l'école. Nous allons offrir à chaque élève dans ce pays un chèque scolarité de 10 000 francs CFA. Et à chaque étudiant, nous octroierons 25 000 francs CFA de chèque études. Il y aura aussi une bourse de 50 000 francs que nous allons accorder aux 10 000 meilleurs élèves chaque année. L'enseignant n'est pas un reste. C'est le souffre-douleur du système éducatif. Plus jamais on entendra parler dans ce pays d'un enseignant qui sort de l'école et qui n'a pas son salaire parce que de toute façon sa prime lui sera accordée depuis sa formation. Nous octroierons également des primes d'encouragement liées à l'éloignement. Et puis, ça a même partie liée avec la lutte contre la corruption. Il faut un véritable profil de carrière pour les enseignants dans ce pays. C'est pour cela que nous allons réviser le statut de l'enseignant pour lui accorder la possibilité d'évoluer de façon lisible dans sa carrière tant qu'il en aura le mérite. En ce qui concerne les communes, en urgence, nous allons octroyer 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun pour gérer 4 trains d'urgence, les routes, les hôpitaux, les écoles et la production agroalimentaire. Quant aux agriculteurs, ils ne sont pas justement un reste. Nous allons octroyer à chaque commune, au profit des agriculteurs, un camion 4x4 pour le transport des vivres, donc pour desservir les villages. Nous allons démocratiser l'engrais. Nous allons permettre aux agriculteurs d'accéder au crédit. En ce qui concerne l'entreprise, nous allons dans ce pays permettre à l'entreprise enfin de créer de la richesse. Déjà, 35% de la commande publique sera exclusivement accordée aux entreprises locales, notamment à ce qui concerne le mobilier de l'administration. Un peu comme avec l'agriculteur, nous allons créer les conditions d'accès au crédit en mettant sur place la banque de l'investissement et de l'innovation. Et en ce qui concerne particulièrement les taxes, enfin, dans ce pays, on va sortir de l'étouffement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Grâce à un instrument que nous allons mettre en place, que nous appelons le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et des transactions économiques, nous aurons une claire lisibilité de l'activité économique au Cameroun, ce qui permettra, par exemple, de revoir la quantification de notre PIB, qui est notre PIB, notre richesse nationale, qui est aujourd'hui estimée à 25 000 milliards, oubliant qu'en fait, on ne comptabilise là que 10% de l'activité économique au Cameroun, puisque plus de 80% de l'activité économique est dans le secteur informel. Nous nous permettrons donc de faire passer le budget du Cameroun de un peu moins de 8 000 milliards, comme c'est le cas actuellement, à plus de 15 000 milliards, comme c'est le cas dans un pays de même niveau de développement qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous nous permettons de baisser l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, notamment du réel. La première catégorie qui est comprise entre 50 millions de chiffres d'affaires à 3 milliards, actuellement c'est à 28%, nous allons baisser cela à 20%, centimes additionnels communaux compris. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires va au-delà de 3 milliards, nous allons également stabiliser l'impôt sur les sociétés à 20%, centimes additionnels compris. Nous allons créer de la richesse. Chaque Camerounais va goûter aux délices de cette richesse. C'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons même nous permettre de supprimer un impôt comme l'IRCM, qui est l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, pour permettre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à l'entreprise de créer de la richesse et de pousser les gens à prendre des parts dans des entreprises. En ce qui concerne spécifiquement l'industrialisation, notre projet est celui du multiplicateur industriel. Plus jamais dans ce pays, nous n'aurons
une seule de nos ressources naturelles, nous ne verrons une seule de nos ressources naturelles exportée sans qu'elle n'ait connu au moins 2 transformations. Ce que nous voyons avec le contrat minier de Kribi, pour nous c'est un scandale, plus jamais. L'inauguration vient d'être faite pour l'exploitation de la bauxite de Mini Martap, un gisement que nous pourrons exploiter dans ce pays pendant plus de 200 ans. Comment ça se fait que l'on autorise aujourd'hui une entreprise étrangère à venir transporter de la terre? Parce que ce qui va se passer de ce côté-là, c'est qu'ils ont prévu de transporter de la terre contenant de la bauxite pour aller transformer à l'étranger. Et nous savons tous qu'il n'y aura peut-être pas que la bauxite dedans. Donc ça, c'est le type de scandale que nous n'aurons plus dans ce pays. C'est pour cela que, pour être concret, nous aurons 180 usines de production de farine à base de manioc, de patates, etc. Nous allons injecter 50 milliards de francs CFA aux industries du bois. Nous allons restructurer la filière coton qui, en tout cas ce qui se passe dans ce secteur, dans ce pays est juste incroyable. 95% du coton camerounais est exporté à l'état brut, alors qu'une entreprise comme la SICAM est en train de mourir. En ce qui concerne les mines, nous allons mettre fin au désastre qu'il y a dans ce secteur. Cela est d'autant plus important que notre nouvelle politique monétaire est liée à cela. Parce que si nous voulons accéder à la souveraineté monétaire, il faut que nous augmentions nos devises ou alors nos réserves d'or. C'est pour cela que la Société nationale des mines du Cameroun aura l'exclusivité de l'exploitation et de la transformation de l'or et du diamant. L'avantage pour l'or étant qu'il est fongible et le diamant, lui, quant à lui, il est solide, on peut le tailler, on peut en faire tout ce qu'on veut, des bijoux et autres, mais ce sera désormais l'exclusivité de la Sonamine que nous allons renforcer. Nous allons d'ailleurs réviser le texte qui organise la Sonamine, qui est en fait juste, un acteur parmi tant d'autres au Cameroun. Non, la Sonamine doit devenir le pilier de la transformation, de l'exploitation et de la transformation de nos minerais. Nous allons accorder l'exclusivité de l'orpaillage aux nationaux et nous allons multiplier par 20 la production de notre or. Ce qui s'est passé il y a 1 an, où pendant que le Cameroun annonçait qu'il avait exporté vers les Émirats Arabes Unis 5 kilos d'or, les Émirats Arabes Unis nous disaient qu'ils en avaient acheté plusieurs centaines de kilos. Et lorsque nous avons soulevé la question à l'Assemblée nationale, on nous a dit qu'il fallait faire la différence entre l'origine et la provenance. Tout cela, en fait, c'est du verbiage pour essayer de maquiller les scandales financiers qu'il y a derrière nos minerais. En ce qui concerne le pétrole, il y a quelque temps encore, lorsqu'il y a eu énième augmentation des prix du carburant, nous sommes montés au créneau et nous vous avons démontré à quel point c'était inacceptable et scandaleux. Et d'ailleurs, à cause du scandale que vous connaissez sans doute, le scandale Glencore, on a oublié de dire aux Camerounais que les surfacturations qui avaient été faites par Glencore pour nous faire acheter du pétrole hors de prix avaient servi au calcul de la structure du prix, à la détermination de la structure du prix au Cameroun. Imaginez-vous que le prix actuel du pétrole a été calculé sur la base du prix d'achat du pétrole à l'étranger qui était lui-même déjà falsifié par le fraudeur qui spoliait notre pétrole. Nous allons baisser les prix du carburant dans ce pays. Nous allons reconstruire la Sonara. Cela s'impose comme une urgence absolue. Il faut 400 milliards de francs CFA. Cet argent est même déjà disponible. Il faut simplement qu'il y ait des hommes de volonté porteurs de vision pour que cela soit fait. Donc, nous allons assainir la gestion de notre pétrole. Cela est un impératif absolu pour que beaucoup d'entre nous, au quotidien, soient moins sous la pression du pouvoir d'achat. En ce qui concerne la culture et le sport, nous allons, pour nos industries culturelles et créatives, nous allons créer un fonds de 5 milliards de francs CFA. Les acteurs de la culture le savent très bien. Depuis l'an 2000 au Cameroun, il a été créé un compte d'affectation spéciale qu'il ne reçoit jusqu'ici que 1 milliard de francs CFA par an. Cela est insuffisant pour faire éclore le potentiel culturel camerounais. C'est pour cela que nous le multiplions par 5. Nous allons construire un complexe sport et culture dans chaque arrondissement du Cameroun. Nous allons relancer le Festival national des arts et de la culture, puis le comice agro-pastoral, et nous allons les organiser en alternance tous les 2 ans. Mes chers compatriotes,
parce que je suis porteur de la vision d'un Cameroun qui protège. Pour moi, il est inacceptable que sur notre sol soient perpétrées des violences contre les couches encore vulnérables, telles que les femmes, telles que les enfants. En la matière, en tout cas en ce qui concerne la violence, ce sera tolérance zéro. C'est pour cela que nous allons faire adopter la peine maximale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et je me permets d'ailleurs de poursuivre avec une autre couche vulnérable de la société, qui est celle composée de personnes vivant avec le handicap. Nous sommes porteurs d'un projet d'inclusivité. C'est pour cela que nous allons faire adopter dans ce pays un quota de handicap, de personnes vivant avec le handicap, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les conseils municipaux. Et puis il faut faire appliquer la loi. Il est inadmissible qu'aujourd'hui encore dans ce pays, que l'on construise des édifices publics sans rampe. Nous qui sommes en période électorale, pour apporter la preuve de notre inclusivité, vous vous êtes sans doute rendu compte que lors de nos campagnes électorales, nous avons des traducteurs en langage de signes. Je me permets également d'évoquer la question jeunesse. Dans ce pays, il y a tellement de projets et de programmes pour la jeunesse qu'il faut absolument qu'on y mette de la gouvernance. Notre jeunesse a besoin de formation, notre jeunesse a besoin d'un statut, ce qui va d'ailleurs la distinguer probablement dans la sous-région. Notre jeunesse a besoin d'accompagnement financier. Notre jeunesse a besoin aussi d'Internet, tout simplement. C'est pour cela que notre politique satellitaire nous oblige à acquérir sur le moyen terme un satellite géostationnaire, notamment pour booster le e-commerce ou le e-investissement, et à très brève échéance, avec des entreprises bien connues, notamment occidentales, ça nous permettra d'acquérir des satellites de basse altitude qui feront que le Cameroun ne soit plus placé à plus de 180e mondial en termes de vitesse d'Internet. Mes chers compatriotes, au point où nous en sommes, on ne peut pas prétendre redresser et transformer le Cameroun sans renouveler l'État, sans moderniser l'administration, sans digitaliser le travail administratif. C'est pour cela que nous allons créer une inspection générale de l'administration. Nous allons également créer une inspection générale des finances publiques pour mettre fin à la saignée. Nous allons dissoudre l'ENAM, l'ISMP, le PSFFP et nous allons créer une école nationale d'administration et de management public, une école nationale de la magistrature et des greffes et des professions libérales, puis une école nationale d'économie et des finances. Par la suite, en ce qui concerne spécifiquement les agents publics, ça c'est très important, nous allons harmoniser la valeur du point d'indice. Il est inacceptable que dans ce pays, que deux Camerounais aient le même diplôme, soient employés par l'État et que l'un gagne 10 fois le salaire de l'autre. Nous allons promouvoir l'éthique et l'intégrité. Et c'est un point particulièrement important, le crédit logement, le crédit véhicule. Et nous allons créer un organe et de sanctions et de récompenses. Parce qu'il faut booster le mérite dans notre pays. Nous nous permettons de nous arrêter sur la question du logement et nous allons l'aborder de façon générale. C'est un des angles morts du discours politique au Cameroun. C'est pour cela que nous allons nous permettre, par exemple, de plafonner le nombre de mois d'avance de loyer au Cameroun à 3 mois. Nous allons plafonner le nombre de mois de caution au Cameroun à 2 mois. Nous allons permettre aussi aux bailleurs, parce que l'objectif n'est pas de spolier les bailleurs, d'être dispensés désormais des droits d'enregistrement. N'oubliez pas que nous vous avons dit que notre projet économique, c'est de faire en sorte que chaque Camerounais puisse goûter aux délices de la richesse de ce pays. Mes chers compatriotes, au regard de toutes les crises que nous traversons, la forme de l'État du Cameroun doit absolument changer et devenir fédéral. Parce que nous sommes un pays de diversité et tous les pays de diversité à leur naissance ont emprunté la voie du fédéralisme parce que c'est elle qui donne les clés d'organisation de la diversité dans un espace territorial partagé. C'est pour cela que dans notre pays, nous aurons principalement 2 circonscriptions. Nous aurons la commune, puis nous aurons la région qui, elle, sera constitutive d'un ensemble de communes. Et puisque ces communes seront affinitaires historiquement, anthropologiquement et sociologiquement, la région qui va donc rassembler un certain nombre de ces communes sera appelée région communautaire
autonomes. Nous en aurons donc au Cameroun désormais 25. Nous pouvons vous donner quelques exemples. La région du Noun, la région du Mbam, la région Sawa, la région Kani et Danaï. Et désormais, les autorités de l'administration, notamment les sous-préfets d'arrondissement et les préfets de région, auront suffisamment de moyens pour jouer le rôle de présence de l'État et le rôle de régulation de l'administration. En ce qui concerne la démocratie et les élections, nous allons instaurer au Cameroun un bulletin de vote unique, nous aurons un scrutin à 2 tours, nous aurons enfin la biométrie intégrale et nous allons réviser le code électoral. Nous ne pouvons absolument pas prétendre redresser le Cameroun sans apporter des réformes en matière de gouvernance et de finances publiques. Nous allons donc éradiquer la corruption dans ce pays. Et pour éradiquer la corruption, nos propositions sont simples. Il faut déjà une codification à droit constant de tout le dispositif épars de lutte contre la corruption qu'il y a au Cameroun. Il faut améliorer le service public parce que la présence de l'État dans notre quotidien, l'efficacité et l'efficience des services administrés rendront la chose publique mécaniquement sacrée dans notre subconscient. Parce que, hélas, c'est parce que beaucoup de Camerounais parfois se sentent délaissés qu'ils se disent qu'il faut piquer dans la caisse publique pour se mettre en sécurité. Et puis les agents publics, nous les avons évoqués dans d'autres présentations, ne sont pas en reste. Il faut enfin dans ce pays un véritable profil de carrière pour que l'agent public ne se sente pas obligé pour se mettre à l'abri du besoin dans ses vieux jours de piquer dans les caisses publiques. Il faut bien que le mérite ait sa place et que l'agent public sache que par le travail, par le mérite, il aura une promotion qui lui permettra d'accéder à un niveau de bien-être social, en tout cas celui qu'il souhaite. Et puis, dans l'urgence, il faut absolument revoir notre système judiciaire. Nous proposons dans ce pays, enfin, que les magistrats aient des conditions de travail idoines. Il faut déjà faire respecter la loi en vigueur en la matière qui règle le problème de la proximité de la justice en permettant que dans chacune de nos communes, il y ait un tribunal. Il faut donc que l'espace de travail d'un magistrat soit propre à l'efficacité qu'on attend de lui. Il faut également que, en ce qui concerne l'humanisation de son travail, qu'il cesse d'être l'un des moins bien payés d'Afrique, mais aussi tout cela lui impose des obligations. Il va bien falloir qu'il intègre que rendre justice, c'est véritablement dire le droit. C'est pour cela que nous allons mettre en place dans ce pays un observatoire de la justice, puisque de toute façon, derrière, nous aurons mis en place 3 ordres juridictionnels, l'ordre judiciaire, l'ordre administratif, l'ordre des comptes, qui auront d'ailleurs chacun un conseil supérieur de la magistrature, dont la composition sera paritaire, puisqu'il y aura des membres désignés par leur père, des membres désignés par le Parlement, des membres désignés par le pouvoir exécutif, et nous n'oublions pas le secteur pénitentiaire, qui est parfois un angle mort du système judiciaire, en humanisant non seulement les conditions d'incarcération des délinquants, mais les conditions de travail des gardiens de prison. Et puis les auxiliaires de la justice ne sont pas en reste. Avec l'école nationale des professions de la justice, enfin dans ce pays, on saura comment on fait pour être avocat, comment on fait pour être notaire, comment on fait pour être huissier, et il y aura des accompagnements pour ceux qui auront été formés, puisque ce sont des professions libérales, pour qu'ils puissent rentrer dans le champ du travail. Et ça, c'est ce que nous appelons la manne opportune. Vous le savez sans doute, et c'est clair devant vous, que Glencore, à l'issue du contentieux douanier qu'il y a eu au Cameroun il y a 1 an, a été condamné à nous payer, à nous, les citoyens camerounais, pour nous avoir volé notre pétrole de 2006 à 2016, 711 milliards de francs CFA de principal et 10 419 milliards de francs CFA au titre des amendes. Depuis 1 an que ce PV a été rendu public, et alors que Glencore disposait de 8 jours pour le contester et ne l'a pas fait, grâce à la ratification de la Convention de Mérida, qui est la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, l'État du Cameroun peut se permettre de sceller et de saisir les comptes de cette entreprise où que ce soit dans le monde. Cela n'a pas été fait jusqu'ici parce que certains fonctionnaires se sont fait soudoyer pour bloquer le dossier. Et bien nous allons commencer par là. Nous devons recouvrer cet argent pour que vous, chers compatriotes,
comme nous l'avons eu de cesse de le dire, vous goûtiez aux délices de la richesse de ce pays qui est prise entre quelques mains. Et puis, chers compatriotes, voici le bulletin de la vague orange. Donnons-nous rendez-vous pour une victoire certaine au soir du 12 octobre 2025. Ne l'oubliez pas. Et nous pouvons gagner, mais eux, grâce à la sophistication de la fraude, ils peuvent essayer de nous voler notre victoire. Votons massivement le 12 octobre 2025 et surtout, c'est une question d'engagement individuel, soyons présents dans les bureaux de vote de 8h à 18h pour que nous bloquions la fraude. Nous devons surveiller nos votes. Plusieurs initiatives sont en cours. Il y en a que nous avons nous-mêmes mises en place dans notre site internet www.cabral2025.cm. Il y a d'autres initiatives de la société civile. Joignez-vous à cette mouvance de la surveillance du vote pour que votre volonté exprimée par les urnes soit celle qui sera proclamée au Cameroun après l'élection du 12 octobre 2025. Merci à tous. Cabral Libye vient de livrer un discours qui fait beaucoup de bruit. Son ton, ses mots et ses promesses touchent les cœurs parce qu'il parle de réalités que chaque Camerounais vit au quotidien. Quand il dit que son combat est celui du peuple, qu'il veut rompre avec des pratiques destructrices et donner à chaque citoyen la possibilité de goûter à la richesse du pays, ce n'est pas seulement une phrase politique, c'est une manière de réveiller l'espoir dans un contexte où beaucoup se sentent oubliés. Cette entrée en matière a un goût particulier. Elle rappelle que le Cameroun est riche, mais que la majorité ne profite pas de ses richesses. Et c'est précisément là que son message accroche. Dès les premiers mots, Cabral Libye installe une proximité avec son auditoire. Il dit « Mon combat qui est le vôtre ». Ce choix de formulation donne l'impression qu'il ne se met pas au-dessus du peuple, mais qu'il se met avec lui. C'est une stratégie discursive puissante, parce que les Camerounais en ont assez de voir des dirigeants qui semblent coupés de leur réalité. Là, il se présente comme un Camerounais parmi les Camerounais, qui partagent les mêmes frustrations et les mêmes rêves. Cette proximité, il l'entretient en répétant que « chacun pourra goûter à la richesse ». Il martèle cette phrase comme un refrain, une promesse répétée pour marquer les esprits. Mais au-delà du discours, il y a la substance, les propositions concrètes. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Cabral Libye commence par l'école. C'est stratégique, parce que l'éducation est le nerf de la construction nationale. Promettre un chèque scolaire de 10 000 francs pour chaque élève et 25 000 pour chaque étudiant, c'est frapper directement au cœur des familles qui peinent à scolariser leurs enfants. Dans un pays où beaucoup de parents doivent choisir entre payer les cahiers et payer le repas, cette mesure parle fort. Mais au même moment, il faut rester critique. Est-ce que l'État camerounais a vraiment la capacité budgétaire pour supporter une telle mesure sur le long terme? C'est là où l'analyse doit aller plus loin. Il faut reconnaître qu'une telle proposition donne de l'espoir, mais aussi des interrogations. Oui, si cela est appliqué, beaucoup d'élèves auront une chance de mieux apprendre. Mais il faut se demander, d'où viendra l'argent? Est-ce que ce sera soutenable? Ce genre de promesse touche directement la population, mais il faudra bien plus qu'un discours pour convaincre que ce n'est pas simplement une manœuvre électorale. En même temps, il évoque les enseignants. Et là, il touche une corde sensible. Les enseignants au Cameroun, tout le monde sait qu'ils souffrent. Entre les salaires impayés, les conditions difficiles et l'absence de perspective, leur situation est devenue un symbole des échecs du système. Quand Cabral dit « plus jamais un enseignant ne sortira de l'école sans salaire », ça résonne fort. Parce que c'est une injustice flagrante que tout le monde connaît. Mais une fois de plus, il faut poser la question. Comment garantir cette promesse dans un pays où les retards de paiement touchent même d'autres fonctionnaires? Ce qui attire dans son discours, c'est qu'il ne se limite pas seulement à promettre de l'argent. Il parle aussi de donner un profil de carrière clair aux enseignants, d'améliorer leur statut, de leur permettre de progresser. Ça, c'est plus profond. Parce que l'argent seul ne règle pas tout. Il faut une reconnaissance du métier, une organisation, un cadre qui motive et valorise. Là-dessus, il marque un point. Parce qu'il relie l'éducation non seulement au financement, mais aussi à la dignité professionnelle. À ce niveau, on voit que son programme cherche à frapper large, les élèves, les étudiants, les enseignants. En commençant par l'éducation, il sait que chaque famille camerounaise se sent concernée. C'est une stratégie politique intelligente, mais qui demande une vigilance citoyenne. Les promesses d'aujourd'hui doivent être confrontées aux réalités de demain. Et vous qui écoutez cette analyse, je vous invite à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ces mesures vous semblent réalistes? Est-ce que vous y croyez? Vos réactions sont importantes, parce qu'elles permettent d'enrichir le débat.
N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, parce que nous allons continuer à analyser en profondeur les discours politiques qui concernent directement votre avenir et celui du Cameroun. Et surtout, partagez cette vidéo pour que d'autres aussi soient informés. L'authenticité des propos de cette jeune blogueuse frappe parce qu'elle ne se cache pas derrière des formulations complexes. Elle dit les choses telles qu'elles sont, avec des mots bruts, parfois crus, mais qui traduisent une vérité nue. C'est cette simplicité qui rend son discours si puissant, car il rejoint le vécu quotidien des Camerounais. Beaucoup se reconnaissent dans ce qu'elle décrit. Des salaires dérisoires, des emplois précaires, des trajets risqués, et une vie où la débrouillardise est devenue le seul mode de survie. Dans ce contexte, les slogans politiques apparaissent presque comme des moqueries, des promesses lancées pour calmer la population mais sans réel impact sur la vie concrète. Quand elle raconte ses propres expériences professionnelles, le contraste est frappant. Travailler dans un média et percevoir seulement 40 000 francs CFA, quitter ce média pour un pressing qui paye à peine 50 000, c'est une réalité partagée par beaucoup de jeunes qui luttent pour s'en sortir. Ces chiffres, qui paraissent insignifiants, illustrent la pauvreté des opportunités offertes, même aux diplômés. Et lorsque ces jeunes osent parler, on leur dit souvent de se taire, de ne pas critiquer, de se contenter de ce qu'ils ont. Or, ce silence imposé est précisément ce qui perpétue l'immobilisme. La blogueuse, en refusant de se taire, incarne cette nouvelle génération qui préfère dire la vérité, même au risque d'être critiquée. L'autre dimension essentielle de son discours, c'est l'indignation face à l'injustice. Elle oppose la pauvreté du peuple au luxe indécent d'une élite. Cette opposition est une réalité qui choque profondément, surtout dans un pays où la majorité vit avec moins de 2000 francs CFA par jour. Quand elle décrit des gens capables de dépenser des millions pour une seule bouteille d'alcool, elle ne fait pas seulement une critique de l'excès, elle dénonce un mépris ressenti par ceux qui souffrent au quotidien. Le luxe affiché d'une minorité devient une insulte pour la majorité. Cette fracture sociale ne peut que nourrir frustration et colère. Dans cette perspective, les slogans politiques ne sont pas seulement inefficaces, ils deviennent blessants. Dire « grandes espérances » à une population qui lutte pour se nourrir, c'est comme dire à quelqu'un qui a faim qu'il doit attendre un miracle. La blogueuse montre que ce langage déconnecté du vécu quotidien accentue le fossé entre le peuple et ceux qui gouvernent. Les citoyens veulent des résultats concrets. Des routes praticables, des hôpitaux accessibles, des salaires décents, des écoles performantes. Ce sont là les vraies réalisations attendues, pas des mots alignés dans un slogan de campagne. Il est aussi intéressant de noter que son discours s'inscrit dans un contexte préélectoral. Elle insiste sur le fait que chaque Camerounais doit comprendre l'importance de son rôle citoyen. Ce n'est pas seulement une critique du pouvoir en place, c'est aussi une interpellation du peuple. Elle souligne que si les citoyens ne prennent pas leurs responsabilités, s'ils ne vont pas voter, ils ne peuvent pas espérer de changement. Ce passage est fondamental, car il transforme un discours de frustration en un appel à l'action. C'est la preuve qu'il ne suffit pas de se plaindre, il faut aussi agir. Dans un pays où beaucoup ont perdu foi en le processus électoral, ce type d'appel prend une dimension particulière. Les gens disent souvent que ça ne sert à rien de voter. Mais la blogueuse rappelle qu'attendre sans agir revient à prolonger le statu quo. Elle réaffirme que l'avenir du pays dépend aussi de l'engagement de chacun. Ce rappel à la responsabilité individuelle est un message fort qui mérite d'être relayé largement. En dénonçant également la crise dans les régions anglophones, elle élargit son discours. Ce n'est plus seulement une question de slogan politique, mais aussi de paix et d'unité nationale. Depuis 2016, la situation au nord-ouest et au sud-ouest a coûté des vies, détruit des familles et plongé des milliers de Camerounais dans la souffrance. Pourtant, ce sujet reste souvent minimisé dans le discours officiel. En posant la question « Quelle paix ?», elle met en lumière un décalage entre la communication politique et la réalité vécue sur le terrain. C'est une interpellation qui ne peut laisser indifférent. Ce type de prise de parole doit être valorisé parce qu'il apporte un regard citoyen, sans filtre, sans calcul, et c'est exactement ce dont le Cameroun a besoin pour avancer. Des voix qui osent dire la vérité. Mais il faut que ces voix soient entendues. C'est pourquoi je vous encourage vivement, vous qui regardez ou écoutez cette analyse, à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo autour de vous, et à commenter pour donner votre avis. Votre engagement est essentiel pour que ce message ne reste pas confiné, mais qu'il circule et ouvre un véritable débat national. Là où son discours est encore plus fort, c'est dans l'humanité qu'il dégage. Elle parle de ses souffrances, de ses efforts, de ses espoirs déçus, mais aussi de ses proches, comme sa fille. En parlant de sa famille, elle touche une corde sensible, car chacun peut s'identifier à cette transmission d'un avenir incertain aux générations suivantes. Elle refuse que ses enfants héritent du même cycle d'attente et de désillusion. Elle met le doigt sur une réalité que beaucoup de parents ressentent, l'inquiétude de voir leurs enfants grandir dans un pays où rien ne change.
Ce refus de la résignation est une étincelle d'espoir. En dénonçant, en parlant, en appelant à l'action, la blogueuse montre qu'il est possible de briser le silence. Elle illustre la capacité de la jeunesse à se réapproprier son avenir. Et c'est là tout l'enjeu. Transformer la colère en action constructive, passer de l'indignation à l'engagement. C'est pourquoi il est important de soutenir et de relayer ces voix. Parce qu'elles expriment ce que beaucoup pensent tout bas. Elles rappellent que le Cameroun ne peut pas se contenter de slogans, mais a besoin de changements réels et tangibles. En écoutant cette blogueuse, chacun est invité à réfléchir. Voulons-nous continuer à espérer indéfiniment, ou voulons-nous agir pour bâtir un futur différent? L'un des points marquants dans les propos de cette jeune blogueuse, c'est son insistance sur le mot « espérer ». Elle en fait presque un refrain, une litanie qui traduit toute la lassitude accumulée. Espérer pendant 32 ans, espérer encore pour sa fille, espérer alors que rien ne change, ce mot devient un symbole du piège dans lequel se trouve une grande partie du peuple. L'espoir qui devait être une force est devenu une prison. Attendre éternellement que les promesses se réalisent, c'est rester immobile pendant que d'autres avancent. En posant la question « À quoi devons-nous espérer ?», elle oblige chacun à regarder en face cette réalité. Espérer à quoi, si les hôpitaux refusent des malades faute d'argent? Espérer à quoi, si les routes tuent plus qu'elles ne transportent? Espérer à quoi, si l'accès au travail reste une lutte permanente et si même ceux qui travaillent vivent dans la pauvreté? Ce questionnement met à nu le décalage entre le discours officiel et la réalité vécue. Cette répétition du mot « espoir » est une critique subtile, mais redoutablement efficace. Elle montre que le peuple a été maintenu dans un état d'attente perpétuelle. On demande aux citoyens de patienter, toujours, en leur promettant un avenir meilleur, mais cet avenir ne se concrétise jamais. C'est une stratégie de maintien du statu quo, nourrir les gens de promesses pour éviter qu'ils ne réclament des résultats immédiats. La blogueuse déconstruit cette stratégie en disant tout ce que beaucoup ressentent. Assez d'attendre, assez d'espérer, il est temps d'exiger du concret. Son discours est aussi marqué par une colère légitime. Cette colère ne doit pas être perçue comme une simple réaction émotive, mais comme une réaction saine face à une situation intenable. Quand elle dit qu'elle répondra mal à ceux qui lui demanderont de se taire, elle affirme son droit à la parole. Pendant longtemps, beaucoup ont été réduits au silence par peur ou par résignation. En brisant ce silence, elle ouvre la voie à d'autres. Sa voix devient une invitation pour tous ceux qui n'osent pas encore s'exprimer. La question de la santé qu'elle aborde mérite une attention particulière. Lorsqu'un citoyen se rend à l'hôpital et qu'on lui refuse des soins faute d'argent, il s'agit d'une atteinte fondamentale au droit à la vie. Elle raconte des cas où des femmes enceintes, arrivant pour accoucher, ne sont pas prises en charge si elles ne paient pas immédiatement. Cette situation est insoutenable et montre une faillite du système de santé. Au lieu de sauver des vies, on les perd faute de moyens financiers. Le message qu'elle transmet, c'est que la vie humaine ne devrait pas être conditionnée par la capacité de payer. C'est une critique profonde du modèle social en place. Quand elle évoque la débrouillardise, elle met le doigt sur une autre caractéristique du pays, l'absence d'un cadre structuré qui permet aux citoyens de vivre dignement. Chacun doit se débrouiller, que ce soit en travaillant dans l'informel, en cumulant plusieurs petits boulots, ou parfois même en choisissant des moyens désespérés pour survivre. Cette débrouillardise permanente peut sembler être une preuve de résilience, mais en réalité, elle traduit un abandon de la part de l'État. Les citoyens se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans soutien, sans véritable filet social. L'un des passages les plus frappants est celui où elle parle du contraste entre la pauvreté des uns et l'extravagance des autres. Pendant que la majorité peine à manger du haricot ou du maïs, certains dépensent des millions en une seule soirée. Cette image n'est pas seulement choquante, elle est révélatrice d'une fracture profonde. Le Cameroun est un pays riche de ses ressources, mais cette richesse est concentrée dans les mains d'une minorité. Cette situation crée un sentiment de trahison chez ceux qui voient leurs efforts réduits à néant. En décrivant même des gestes aussi simples que « manger pour pouvoir respirer correctement », elle montre à quel point la misère est tangible. C'est une façon imagée de dire que beaucoup vivent dans un état de privation permanent, où chaque repas est une lutte. Ces images, même si elles peuvent paraître dures, sont le reflet d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La blogueuse insiste aussi sur la responsabilité individuelle des citoyens. Elle dit clairement « Ceux qui n'ont pas la carte d'électeur, ça vous regarde ». Ce rappel est d'une importance capitale. Beaucoup se plaignent du système, mais ne font pas l'effort de s'impliquer dans le processus démocratique. Or, sans participation active, aucun changement n'est possible. Son message est donc double, dénoncer les échecs du pouvoir, mais aussi rappeler que le peuple a sa part de responsabilité. Cette dimension responsabilisante est essentielle parce qu'elle évite le piège de la victimisation totale. Elle reconnaît que le peuple a souffert, mais elle rappelle aussi que le pouvoir des citoyens existe, à condition qu'ils décident de l'utiliser.
C'est un appel à sortir de la passivité pour entrer dans l'action. Et c'est précisément ce type de discours qui peut réveiller une conscience collective. Son témoignage personnel sur ses propres conditions de travail et de vie ajoute encore à la crédibilité de son discours. Elle n'invente pas, elle parle de ce qu'elle a vécu. Gagner 40 000 ou 50 000 francs CFA pour un travail éreintant, c'est le quotidien de beaucoup. Son expérience individuelle devient un miroir pour la société entière. En partageant ses difficultés, elle montre qu'elle fait partie du peuple et qu'elle parle avec légitimité. Enfin, lorsqu'elle évoque la crise anglophone, elle élargit encore le champ de sa critique. Elle rappelle que le pays est fracturé, que la paix dont on parle officiellement est en réalité absente pour une partie des citoyens. Depuis 2016, cette crise a fait des milliers de victimes et pourtant, le silence domine. En posant la question « What is happening in our country ?», elle interpelle directement la conscience nationale. Elle appelle à regarder en face ce qui se passe, plutôt que de détourner le regard. C'est ce mélange de témoignages personnels, de dénonciation sociale et d'appel à la responsabilité citoyenne qui rend son discours si puissant. Il ne s'agit pas d'un simple coup de colère, mais d'un véritable manifeste citoyen. Et c'est là que nous, auditeurs, avons un rôle. Si ce message résonne en vous, si vous pensez qu'il mérite d'être entendu par d'autres, alors abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager votre point de vue, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Parce que c'est en diffusant ces paroles qu'on peut créer un débat et espérer, non plus des slogans, mais des actes concrets.